faut déjà les féliciter, c'est matinal, c'est bien. Voilà, on va se donner encore 2-3 minutes pour donner le temps à vos confrères, consoeurs d'arriver. Bien, bah écoutez, je vous propose qu'on commence. Sur les conseils de Fabrice, hein, je vous félicite pour votre arrivée matinale sur du coup les universités d'été. Du coup on a déjà animé cet atelier hier, je disais combien on est heureux d'être en présentiel et de voir des visages. Même si c'est encore des visages masqués. En tout cas, merci d'être présent physiquement en fait en tant que partenaire. C'est précieux en fait de pouvoir vous voir. Voilà. Donc je vais incessamment laisser Emmanuel et Fabrice se présenter, et moi-même d'ailleurs. Juste rapidement par rapport au titre de cet atelier, interopérabilité, le vrai du faux. Et qu'attendre d'un éditeur. Le pourquoi en fait cet atelier, parce qu'on voit que sur le marché aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'acteurs qui vont vendre des solutions X ou Y, qui vont dire pas de problème, on est interconnecté. Interopérable. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire ? L'objectif, c'est que vous puissiez ressortir de cet atelier avec des clés utiles, on l'espère. On est preneur de vos retours à la fin. Les retours étaient très bons hier, donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas bon aujourd'hui, pour justement que vous puissiez en fait avoir des éléments pour poser les bonnes questions à chacun d'entre nous, éditeurs, pour ne pas vous fourvoyer ou partir dans une mauvaise voie. Du coup, ce matin, je suis avec Fabrice Evrard et Emmanuel Serrault. Emmanuel, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots ? Je vais me présenter, donc Emmanuel Serrault. J'anime un cabinet d'expertise comptable d'une quinzaine de collaborateurs sur Alfortville, et depuis 1998. C'est un cabinet classique et généraliste avec des clients TPE et PME. Voilà, et j'utilise My Company Files depuis 2 ans maintenant. Voilà. On est à peu près un taux d'utilisation de 70%. Merci Emmanuel. Fabrice. Fabrice Evrard, donc je suis expert comptable également, commissaire aux comptes. J'ai créé un cabinet ex nihilo il y a 5 ans à peu près maintenant. Donc j'ai une clientèle, j'ai une centaine de dossiers, de collaborateurs. Donc clientèle généraliste et une partie quand même très spécifique qui est liée aux cryptoactifs, donc tout ce qui est crypto-monnaie. Et j'utilise My Company Files depuis décembre avec un taux d'utilisation de 90% à peu près. On va faire un challenge entre nos clients. Alors, ce qui est très intéressant en fait avec la présence de Fabrice et Emmanuel, c'est qu'on est sur des profils différents, et de cabinets, et de génération aussi un petit peu, d'outils. Donc on reviendra tout à l'heure justement sur les différentes briques utilisées par les uns par les autres, ce qui a été peut-être plus simple, plus facile, plus compliqué. Voilà. Alors moi-même, donc je suis Charles-Olivier Diebold, je suis le fondateur et dirigeant de My Company Files.
Alors, My Company Files, en quelques mots, le principe, hein, c'est pas de faire l'apanage de My Company Files. On est vraiment sur un objectif, voilà, de vous donner ces clés dont je parlais. Après, bien souvent, on nous dit, mais en fait, vous êtes qui, vous faites quoi? Donc, en quelques mots, donc on a 10 ans. On va fêter nos 10 ans au Congrès de l'Ordre, notamment en octobre. On travaille à 99% avec des experts comptables. Donc on connaît le marché, 600 cabinets clients, de 1 à 800 collaborateurs. On a 73 000 utilisateurs aujourd'hui, donc on n'a pas mis le dernier chiffre à jour. Et une des particularités en fait, de ce qu'on propose, on réalise des applications smartphone pour les cabinets notamment, et on a réalisé plus de 350 applications smartphone aujourd'hui. Donc si vous voulez vous mettre dans la position d'un client de Fabrice ou d'Emmanuel, vous tapez cabinet Cero ou cabinet Evrard, Fabrice Evrard, sur l'App Store, et vous verrez qu'ils ont une présence en fait sur l'App Store. Concrètement, en fait, on est venu en tant qu'éditeur, on est venu résoudre et travailler sur des douleurs. Et en fait, c'est le début de toute façon de cette logique de besoin d'interconnexion entre logiciels, entre solutions, sur le fait qu'en fait, si vous n'avez pas un point si votre relation client n'est pas fluide et n'est pas justement fluidifiée de par des interconnexions, ces douleurs qu'on voit à l'écran sont prégnantes. Très très souvent, la première douleur qu'on rentre au cabinet, j'ai mal à la collecte. Facture d'achat, facture de vente, c'est un peu moins compliqué, mais facture d'achat, c'est quand même pas simple, les variables de paye, etc. J'ai mal à la restitution, j'ai produit, je veux mettre à disposition de mon client. Les bulletins de salaire, je les envoie encore par mail parce que finalement, j'ai pas trop pris le temps de réfléchir. Alors, c'est pas RGPD conforme, mais voilà. Mon client qui me demande de renvoyer l'alias, la TVA, etc. J'ai récupéré des factures de paye, je veux maintenant d'achat, pardon, je veux produire. Là, voilà, douleur. Comment est-ce que j'établis ce flux entre la facture, entre le fait d'avoir collecté, et puis je rentre ça dans un logiciel de pré-saisie comptable, par exemple, ou d'automatisation de la saisie. Développer le chiffre d'affaires en vendant en fait des missions utiles à vos clients existants. Souvent, vous avez en général pas trop de difficultés via le bouche à oreille à avoir des nouveaux clients. C'est même un peu comment est-ce que je vais traiter ces nouveaux clients. Alors, quoique, il y a des cabinets qui sont très contents de continuer à développer de par des nouveaux clients, mais aussi, finalement, pour accompagner au mieux mes clients, je peux faire du tableau de bord, je peux faire des situations comptables en septembre, octobre, comment mettre en avant ces prestations. Donc ça fait partie des douleurs souvent rencontrées au cabinet. Vous savez produire des choses, mais finalement, vous n'avez pas les moyens de les vendre. Ou de les mettre en avant. Sujet de conformité aussi, comment je fais pour être conforme RGPD dans mes échanges avec mes clients. Donc ça fait partie des douleurs qu'on rencontre. Et de par en fait la richesse de l'écosystème qui est présenté à vous, si vous allez au Congrès de l'Ordre à Bordeaux, il y a plus de 240 partenaires. Alors il n'y a pas que des éditeurs qui sont présents dans ces 240 partenaires. Mais pour s'y retrouver, c'est compliqué pour vous, mais du coup, c'est aussi compliqué pour vos clients, parce que vos clients qui doivent accéder, par exemple, à Silay, à Mon Expert en Gestion et à un espace de documents partagés, en général, il y a 3 logins, 3 mots de passe. Voire 4 ou 5 selon la richesse de votre offre, et souvent fois le nombre d'entreprises ou de personnes morales dont vous traitez la comptabilité quand vous êtes en saisie comptable. Voilà, et en fait, l'enjeu, c'est en ayant identifié l'ensemble de votre écosystème, c'est de dire, OK, comment est-ce que je mets tout ça ensemble? Comment est-ce que je choisis de dire, dans les briques d'OCR, par exemple, intelligence artificielle, on a une dizaine de sociétés. Je suis, admettons, en logiciel de production avec Ageris. En fait, mon choix d'OCR va être plutôt déterminé par la facilité, a priori, à faire le pont avec ma production. En tout cas, ça doit être un critère déterminant. Voilà. Donc, dans ce choix-là, je vais faire le pont. Maintenant, donc, My Company Files, comment est-ce qu'on s'est positionné et pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? En fait, c'est qu'on est
un portail client pour un portail pour le cabinet, pour les clients du cabinet, point d'entrée digital, au travers duquel votre client peut déposer des documents, consulter des documents, donc conserver ces documents. Donc il y a une brique GED, ou en tout cas partage de fichiers sécurisés, et une appli smartphone, et vraiment un parcours client extrêmement simple pour que le point de départ de votre production soit fluide. Si vous n'avez pas la donnée, ou si vous avez la donnée de façon décalée dans le temps, ou partielle et tronquée, par la force des choses, en fait, vous n'allez pas pouvoir produire efficacement. Et puis on en revient après au problème des pièces, des points en suspens, etc. Voilà, donc pour que vous compreniez un petit peu qui est cette personne qui s'adresse à vous et que font Fabrice et Emmanuel du coup dans ce contexte-là avec cette solution. Voilà, portail pour les clients du cabinet, pour récupérer, collecter, restituer, etc. etc. Voilà, on reviendra. Alors voilà, le principe, c'est pas de faire l'apanage, encore une fois, de ce que fait My Company File, c'est de vous donner des clés, et on avance du coup sur ces clés, et donc éléments à vérifier ou à comprendre pour faire les meilleurs choix. Alors, vous avez très certainement, il y a ce mot un peu tarte à la crème qui vient API, API, API. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On a une définition, donc c'est un petit peu qui fait un petit peu mal à la tête. Application Programming Interface, ensemble normalisé de classes, de méthodes, etc. On parle chinois concrètement. Dans les faits, on a mis une illustration ici avec le moteur de recherche de billets Illigo. Illigo, en fait, fonctionne via des API avec Air France, avec le système d'information d'Air France, d'EasyJet, d'Iberia, etc. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand vous faites une recherche? Paris-Ibiza, le 4 septembre, voilà, pour 2 personnes. Ça va aller interroger via... en posant des questions en fait, de logiciel à logiciel, et en fait c'est ça des API, je pose une question sur une façon de se parler sur laquelle on s'est mis d'accord, et je vais demander à Air France, je vais demander à Iberia, je vais demander à EasyJet, qu'est-ce que tu as comme vol, à quel tarif, à quel horaire, pour que je puisse l'afficher dans mon interface. Voilà. Donc, voilà, une API, dans ce sens-là, ça sert à ça, donc à parler entre logiciels. Dans le métier, dans votre métier à vous, ça va être, par exemple, j'ai besoin, je vais interroger Silae, je vais dire, tiens, qu'est-ce que tu as comme bulletin de salaire nouveau sur le numéro de SIRET, sur tel numéro de SIRET. Et je vais avoir une réponse du logiciel Silae, et sur la base de la réponse, je vais aller dire, tiens, je veux le bulletin de salaire du mois d'août que je n'avais pas encore. Voilà. Donc c'est finalement un mode de dialogue, un dialogue établi de logiciel à logiciel qui a pour vocation d'automatiser, autant que faire se peut, les échanges d'un logiciel à l'autre. C'est clair pour vous? J'ai des choses à rajouter? Ouais, enfin sur le terme API, ce qu'on disait hier, c'est que ça peut faire un peu peur, mais on va dire c'est le futur, c'est ça sera l'interconnexion entre les différents logiciels, puis on va détailler un petit peu après, mais les API, ça marche plutôt bien. Il faut bien comprendre que c'est un dialogue entre 2 éditeurs de logiciels. Donc vous allez avoir un éditeur A, un éditeur B qui vont se mettre d'accord sur un échange et échanger de l'information de manière totalement native. Le problème, c'est qu'on va avoir des fois des éditeurs A, comme My Company Files, qui a tout intérêt à s'interconnecter avec le maximum de monde. Par contre, on a certains éditeurs, même si ça commence à se restreindre, on a des éditeurs qui ne veulent pas du tout ouvrir du coup leur solution logicielle et s'interconnecter. Voilà. Donc des fois, c'est vraiment un dialogue, j'ai pour habitude de dire que c'est un couple. Du coup, on a un éditeur A, un éditeur B, c'est un couple, et puis dans un couple, il faut essayer de dialoguer au mieux pour que ça se passe bien. C'est ça. Et alors, on adressera la question du qu'est-ce que je fais quand mon logiciel de production n'est pas compatible entre guillemets API. Voilà, donc ça fait partie des interrogations que vous pourriez avoir. Fabrice, donc en préparant cet atelier, on a réfléchi, on dit à quoi il faut penser, quelles questions se poser justement quand on va considérer le fait de prendre un logiciel donné par rapport à un écosystème qu'on a déjà en place au cabinet.
Alors, en fait, il faut bien vous poser la question, c'est quel degré d'automatisation vous souhaitez. Malheureusement, il n'y a pas de solution, enfin, commercialement, si on vous vend une solution qui est 100% automatisée, moi, personnellement, je me méfie un petit peu. Pour certains types de dossiers, pour avoir des taux d'automatisation hyper élevés, mais il faut mettre en place beaucoup de logiciels. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas avoir une solution de logiciel unique qui correspondra à une clientèle généraliste. Forcément, dans votre clientèle généraliste, vous avez forcément des clients différents, du coup des besoins différents et donc des logiciels différents. Donc, il faut se poser en amont par rapport à votre clientèle, par rapport à la segmentation de votre clientèle, quel outil vous devez proposer pour chacun de vos clients. Et ça, alors c'était le but de l'atelier que je faisais hier avec Virginie, ça pose la question de la stratégie, ça s'anticipe. Hein. C'est pas j'achète l'outil et je vois après à quel client entre guillemets, je le mets à disposition. C'est à l'inverse, c'est quel type de client j'ai et quels sont leurs besoins et qu'est-ce que je vais leur proposer. L'outil, en fait, ça vient uniquement à la fin. Donc, degré d'automatisation, choix d'outils par rapport à une stratégie. Quoi d'autre? Après, la question de la pièce jointe, je l'ai mis, c'est un petit peu emblématique, mais on a certains outils, enfin maintenant ça devient la base. Donc ce que je veux dire, c'est que quand vous allez avoir des transferts d'informations entre deux logiciels via API, faut vous assurer qu'il y ait naturellement l'écriture comptable, mais c'est encore mieux s'il y a une pièce jointe, parce que si vous devez aller dans le logiciel B pour retrouver, enfin vous avez votre logiciel de production qui est A, et vous devez aller dans le logiciel B pour retrouver la pièce jointe, vous allez perdre les gains d'automatisation. Donc c'est complètement débile. Donc il faut quand même bien tester du coup dans votre solution logicielle, voir que les informations qui vont être transmises, elles sont bien exhaustives et que vous allez avoir un gain de productivité. Donc notamment la pièce jointe, parce que j'ai encore des logiciels, on va vous sortir des exports CSV que vous allez importer dans votre logiciel. Et en fait, là, c'est complètement contre-productif parce que vous allez perdre 2 fois plus de temps. Du coup, donc vous pensez avoir gagné du temps et en fait, vous allez en perdre in fine. Donc ça, la pièce jointe, c'est classique, mais ça peut être pour l'écriture de paye. Je donne tout le temps l'exemple. À l'heure actuelle, il y a 2 solutions de paye qui existent sur le marché. Vous avez le TESE, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est le site de l'URSSAF pour faire des bulletins de paye, enfin ce qui ressemble à des bulletins de paye. Ils ne font pas d'OD de paye, hein, le TESE. Vous devez prendre le bulletin et vous faites. Donc c'est bien pour vos jeunes stagiaires, experts comptables et jeunes collaborateurs, si vous faut faire l'écriture à la main. Donc très pratique, hein, donc vous passez 3-4 minutes à faire l'écriture. Et là, vous avez un autre, on pourrait croire qu'eux, ils sont totalement digitalisés, automatisés, c'est Payfit. Hein. Donc, c'est un prestataire de paye. Soit dit en passant, enfin, juste pour information, leur prix de facturation de base, c'est 150 € pour l'abonnement. Et après, ils facturent le bulletin de paye 20 €. Donc, je serais bien curieux parmi vous de savoir qui facture pour un bulletin de paye au niveau d'une start-up 170 €. Donc, ils sont plutôt bons. Mais leur fichier, ils vous mettent à dispo un fichier d'écriture de paye. Mais il est imbitable. Il faut le retravailler à la main. Ça prend 10 minutes pour le retravailler, pour l'intégrer dans votre logiciel de production comptable. Donc voilà, donc c'est paradoxalement, on a des solutions logicielles des fois où c'est contre-intuitif, on perd énormément de temps dans l'intégration des données. Ouais, donc bien se poser la question et bien. Alors, en l'occurrence, c'est vrai que par rapport au TSE, par exemple, l'idée c'est d'arriver de facto vers les clients avec ce que vous avez choisi. Le client qui est livré à lui-même, potentiellement, effectivement, il va ici et là, et du coup, vous devez vous subir. C'est vrai sur tout ce qui est facture de vente, par exemple, subir le choix de votre client. Alors, j'ai une anecdote justement sur les solutions de logiciels de vente. Il y a certains petits éditeurs de logiciels de vente qui sont très malins. En fait, c'est gratuit pour le client, mais par contre, si vous voulez l'export des ventes, c'est payant. Donc ils sont plutôt pas mauvais parce qu'ils savent très bien que l'expert comptable va exiger tôt ou tard, s'il y a quand même pas mal de factures tous les mois, demander à ce qu'on ait un export des ventes. Donc j'ai trouvé la démarche commerciale assez excellente pour le coup. Ils vont pas avoir beaucoup de support de la profession. Mais autre point numéro 3, Fabrice. Ouais, le paramétrage. Alors ça, c'est un de mes points de douleur au cabinet. Il faut bien vous dire que quand vous allez mettre en place une solution logicielle, par exemple My Company Files, il y a le temps de paramétrage qui est assez long. Et il y a une erreur classique qui est faite en cabinet. Généralement, soit vous laissez chaque collaborateur faire le paramétrage. Donc là, c'est la grosse catastrophe 6 mois après parce que du coup, chacun fait son petit paramétrage dans son coin et il n'y a rien d'uniforme. Et le pire, c'est quand vous avez... Alors certains me disent, oui, je vais prendre un collaborateur, du coup, et je vais le former, il va faire. Faut quand même avoir... Il y a quand même la problématique de la transfert de compétences, hein, du coup, garder la compétence en interne. Alors moi, perso, comme vous avez compris, je suis un peu geek, j'aime bien mettre les mains dans le cambouis, donc vous doutez que c'est moi qui fais les paramétrages. Pourquoi? Parce que j'aime ça. Donc je suis assez chiant pour les éditeurs, parce que du coup, comme je le dis assez souvent en rigolant, je signe le bon de commande, je paye les factures et je fais le paramétrage. Donc autant dire, quand j'appelle le service après-vente, ça peut vite déraper si les réponses ne sont pas satisfaisantes. Donc le paramétrage, il faut bien l'avoir en tête, les outils se complexifient.
Ça devient de plus en plus complexe, on le verra plus tard avec la facture électronique, enfin, vous le verrez à partir de 2023. Votre métier maintenant, ça ne devient pas de la saisie, c'est de l'intégration de flux avec la centralisation d'un portail. Donc il faut être capable maintenant de manipuler les flux. Alors c'était le but du congrès qu'on avait fait en 2019, l'expert comptable au cœur des flux. Mais ça devient de plus en plus important, du coup le paramétrage. Donc il faut quand même mettre la gomme sur le paramétrage, parce que tout temps que vous n'allez pas passer sur le paramétrage au départ, dites-vous, vous allez vous allez le payer tôt ou tard. Et maintenant, j'appelle ça, moi, la dette technique, même si ce n'est pas vraiment ça en développement informatique. Mais nous, la dette technique, c'est le paramétrage que vous n'avez pas effectué au départ. Vous allez le payer tôt ou tard. Et ça va coûter très cher. Donc, exemple, un compte banque qui n'est pas le même, ou un compte fournisseur qui n'est pas le même d'un client à un autre, quoi. Un exemple peut-être encore plus emblématique, les frais de restaurant. Là, j'ai une jeune collaboratrice qui vient d'arriver au cabinet. Donc, ça, au bout de 6 jours, elle n'est pas collaboratrice, elle intègre de la donnée. Au sein du cabinet, elle intègre des logiciels de paye, elle intègre l'information de tous les logiciels et elle prépare le boulot pour le collaborateur. Et elle me dit, mais c'est marrant, dans Dext, pour les restaurants, un coup vous mettez 625, un coup 625 600, un coup 625 700. Elle dit, pourquoi vous n'avez pas le même compte? Et là, on s'est retrouvé un peu con avec mon collaborateur. En fait, c'est juste qu'on avait chacun nos dossiers, on traitait de notre coin et on n'a pas uniformisé le plan comptable. Donc ça fait bien devant devant la personne qui vient d'arriver depuis 6 jours, qui a détecté un problème purement comptable alors que c'est même pas à l'époque du métier. Donc voilà, un petit peu un emblème du coup de ce qu'on peut voir en termes de paramétrage où on peut simplifier. Mais ça demande une réflexion en amont du coup à mener. Et c'est vrai que finalement, en fait, plus ça va, plus les éditeurs qui jouent le jeu sur ces logiques d'interconnexion vont travailler pour que justement ces paramétrages se fassent de la façon la plus automatique possible. Donc voilà, il y a encore, par exemple, si on prend la mise en place du lien entre un My Company Files et un Dext, vous devez aller dans le dossier de chaque client pour mettre une adresse mail de transfert d'éléments vers Dext. Voilà. Donc c'est forcément, on préfère être transparent, à l'unité, un petit peu plus de boulot, il faut le savoir en amont, et plus ça va, plus ces paramétrages-là doivent être fluides. Donc ça fait partie aussi des choses que vous devez demander au fil de l'eau, ne pas dire c'est comme ça et je subis. Dire tiens, Charles-Olivier, j'aimerais bien que cette mise en place là au quotidien soit beaucoup plus fluide. Voilà, donc important d'avoir en fait ce point de vigilance en tout cas. Et un dernier exemple, quand vous faites votre cartographie logicielle, on va en parler un petit peu après, mais alors j'ai pas mis la slide, mais c'est que vous prenez tous vos logiciels en ligne, vous les remettez en colonne et vous faites les interconnexions. Et moi je mets 3 couleurs. Vert quand c'est des API, donc quand ça transfère d'un logiciel A à un logiciel B de manière totalement native et automatique. Quand vous faites des exports de fichiers CSV que vous les réimportez, vous savez, par exemple dans Silae, vous exportez un format Quadratus et vous le réimportez dans votre logiciel. Ça pour moi c'est en orange parce que ça demande une intervention manuelle. Et après vous avez le pire, c'est le bon vieux fichier par exemple que vous envoie PFIT et vous passez 10 minutes à retraiter pour l'intégrer. Ça c'est rouge. Ça vous donne visuellement, en fait, c'est tout bête, c'est facile à faire et ça vous permet visuellement de voir un petit peu l'état du coup degré d'automatisation de votre cabinet. Et ça vous permet de dire, si vous avez un client qui est sur PFIT, c'est pas grave de traiter le fichier. Mais si vous avez 50 clients qui sont sur PFIT, parce qu'il y en a plus, toutes les startups vont chez PFIT, si vous commencez à avoir 50 clients, que vous passez 10 minutes, à la fin, ça fait quand même de l'argent finalement. Donc ça vaut le coup de se poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas payer un développement ou automatiser pour prendre le fichier, le transformer et l'intégrer nativement dans le logiciel comptable. Voilà, mais du coup, avoir cette vigilance, en tout cas, un moyen simple de savoir, parce que un commercial d'un éditeur peut vite vous dire n'importe quoi pour vendre, c'est la triste réalité parfois, demander aux confrères, tiens, tu utilises machin, et concrètement, dans ton quotidien, ça marche comment? Voilà, quand tu as fini boucler ton mois, qu'est-ce que tu fais en vrai? Parce que c'est vrai qu'on a eu des gens qui disaient non mais la solution machin elle est interconnectée avec bidule. Ils disaient comment? En fait je fais un export, je modifie le fichier et je fais un import. C'est du manuel, on est d'accord je crois. Hein. Voilà. Et juste une dernière petite phrase, quand vous échangez avec les confrères, du coup un truc tout bête, ne demandez pas ce qui marche, ça vous le verrez bien, demandez ce qui ne va pas marcher. Bonne idée. Alors, on a du coup établi un schéma, alors qui peut-être sembler compliqué à première vue, et je pense que c'est très important que vous ayez identifié les fonctions importantes de vos systèmes d'information de production.
Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que bien souvent, dans la profession, on raisonne, par exemple, j'ai une solution qui me fait de l'OCR, et puis il y a une brique collecte. En fait, je prends les deux, et puis je passe au chausse-pied, et en fait, vous raisonnez brique logicielle et pas fonction. Et là, l'objectif, c'est vraiment de dire, en fait, je vais travailler sur des fonctions que sont la collecte de factures, la collecte de banque, l'intégration de factures, et de dire, en fait, là, quel est le logiciel le plus approprié pour la fonction. Donc voilà, bien souvent, en fait, vous êtes très très influencé par le logiciel en tant que tel, et en réfléchissant aux fonctions, vous allez dire, tiens, en fait, la collecte, elle est intrinsèquement liée avec la restitution, finalement, en tant qu'expérience client. Si j'envoie mes factures à un endroit, mais qu'à cet endroit-là, j'ai rien d'autre, parce qu'en fait, c'est dans une brique logicielle d'intégration de factures, et que ma restitution, ce que produit le cabinet, est ailleurs, voire dans 2 endroits différents, voire circule par le mail, en fait, mon expérience client du cabinet est loin d'être optimisée. Voilà, donc vraiment avoir faites cet exercice de dire, voilà, moi j'ai bien sûr le cœur comptable qui est là, en juridique, j'ai en production sociale des ponts qui se font avec ma production comptable. Je mets à disposition une gestion co ou pas pour mes clients, et tout ça vient alimenter en fait mes différentes briques. Alors Emmanuel, du coup, là l'idée c'est que vous puissiez voir un petit peu comment sont organisés vos 2 confrères. Comment est-ce que tu es organisé toi aujourd'hui en termes de logiciel? Alors, comment je suis organisé? J'utilise comme logiciel de production Sage Koala. C'est mon logiciel historique depuis plus de 15 ans. Et on utilise avec Sage Koala tous ces produits satellites, ScanBank et ScanFac. Hein. Et pour récupérer les écritures bancaires, on utilise jedéclare.com et SoBank. Et ça nous arrive aussi de sous-traiter quelques dossiers à Numen. Et l'utilisation de ma compagnie Files nous permet de nous faciliter la vie pour travailler avec Numen. Voilà. On utilise aussi Silae depuis quelques années, et tous les produits RCA, dont le logiciel de facturation MEG. C'est le logiciel de facturation qu'on met à disposition gratuitement aux clients, parce que ça leur permet de... Nous, c'est du gagnant-gagnant, ça permet aux clients d'avoir un logiciel classique, mais avec tout ce qu'il faut. Et qui respecte la norme. Et qui respecte la norme, voilà. Et puis ça nous permet aussi de récupérer... C'est un service en plus qu'on leur offre. Et nous, ça nous fait gagner du temps parce qu'on récupère directement les écritures. On a accès au logiciel avec les codes et tout, puisque c'est sur le net. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis... au début, je voulais le facturer. Et puis, maintenant, ils sont très contents quand je vois un nouveau client. Tiens, vous avez un logiciel de facturation, très bien. Et alors du coup, dans la réflexion d'Emmanuel, forcément, quand il a commencé à nous interroger, Mike Company, il nous a dit comment je fais le pont du coup entre ma collecte de factures qui est réalisée chez vous pour l'envoyer dans ScanFact et ou chez Numen, donc chez Numen qui est donc une société d'externalisation de saisie. Comment je fais, là la partie banque finalement elle est traitée en parallèle, et puis comment je fais le pont de ma prod vers de la restitution client. Et comme la prod Sage Koala ne dispose pas d'API pour aller chercher une IAS, une attestation de TVA, ce qui est produit en fait en document. Donc ça, c'est vraiment un point important. Que me permet de faire ton logiciel? Le document final, finalement, le PDF, il est rarement disponible via API. Donc là, en fait, à ce moment-là, vas-y, Emmanuel. Donc, nous, on a mis en place avec l'équipe de ma compagnie Files. En fait, moi, ce que j'ai trouvé super agréable de travailler avec ma compagnie Files, c'est d'avoir quelque chose de sur mesure. Donc, on a mis en place un lien entre notre GED et ma compagnie Files. C'est-à-dire que les clients déposent sur la GED, sur ma compagnie Files, qui automatiquement
va sur ma compagnie, sur notre GED. Voilà. Et ensuite, nous, on récupère les factures et puis on traite sur Scanfac. Voilà. Et de même que toutes nos liasses fiscales qu'on enregistre sur notre GED, elles vont directement aussi sur ma compagnie fax, c'est-à-dire que le client, il a sur son smartphone, sa tablette ou son ordinateur, il a tout son juridique, il a toutes ses liasses fiscales, ses comptes annuels et toutes ses factures. Ouais, donc quelque part en micro-synthèse, quand un logiciel n'est pas nativement connectable en API, il peut être possible, donc ça fait partie du travail qu'on réalise, de venir installer un logiciel à côté du logiciel de production ou autre, qui va pouvoir faire le pont finalement, donc qui va lui créer des API pour dire moi en fait je peux parler, je peux regarder ce qui se passe dans la production et ou sur la GED qui chez Emmanuel est une GED Windows, une arborescence Windows, on a eu cette question hier, et il distinguait que j'ai une nouvelle liasse, j'ai un nouveau document qui correspond à un critère de publication et à ce moment-là le lien se fait. Voilà. Fabrice, alors on est sur un autre. Alors préparez-vous, prenez des notes. Il y a du volume. Alors, en cœur de production, donc j'ai Ibiza Software. Après, sur la partie récupération bancaire, donc j'ai Je Déclare pour les banques partenaires. Pour la Société Générale et la BNP, je passe par Sobank et Conto. Enfin, Société Générale, BNP et Conto, je passe par Sobank. Et pour PayPal et Stripe, pour récupérer 3 mois d'historique, je passe par Transferbank. J'ai écrit ma propre macro pour me connecter à Stripe pour du coup récupérer sur une période de plus que 3 mois. Donc s'il y a besoin d'un an de compta, je peux récupérer les écritures et les mettre au format FEC pour les intégrer dans le logiciel. J'utilise My Company Files, bien entendu, qui permet de forwarder les achats et les ventes vers Dext, qui envoie après dans Ibiza. Je ne l'avais pas dit hier, j'ai Legal Vision Pro pour le juridique. Du coup, c'est pas mal parce qu'ils vous mettent à disposition du coup leur outil. Vous pouvez faire tout ce qui est juridique un peu complexe, donc transfert de siège social. Et ça coûte 50 balles. Et du coup, c'est eux qui font toutes les prestations. Donc c'est plutôt pas mal, du coup, Legal Vision. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai mon expert en gestion aussi, ce que j'ai mis en place à disposition gratuitement, le logiciel de facturation Meg, mon expert en gestion. J'ai la gamme RCA du coup pour tout ce qui est bilan imagé et prévisionnel. Meg, soit dit en passant, mettez-le, si vous l'avez, il faut le mettre absolument à disposition de vos clients parce qu'avec la facture électronique, si vous les avez habitués pendant 2 ans à être sur Meg, ils font le facture X, donc vous n'aurez aucun problème pour le facturer demain, 4, 5 euros, 10 euros, enfin je vous laisse libre de vos tarifs du coup, mais ça vaut le coup de le mettre en place, il est assez facile, il n'y a pas 36 000 options bidule paramétrage, donc c'est assez simple. Et l'avantage, c'est ce qui a été dit par Emmanuel, c'est que du coup vous avez directement accès au logiciel, donc vous n'avez pas besoin de courir après. Au niveau de la GED, au niveau du cabinet, moi c'est déconnecté, le client il n'y a pas accès, c'est OneDrive tout simplement, donc la Microsoft hébergée du coup en France. On a un petit peu d'Expensia, mais ça c'est à la marge, un tout petit peu de QuickBooks. Et ah oui, je ne l'ai pas dit aussi hier, GoCardless pour les prélèvements automatiques, du coup, parce que moi je prélève 100% des clients. Donc c'est plutôt pas mal, parce qu'il n'y a pas de frais de rejet, donc c'est pas mal sur une jeune clientèle de ne pas payer 15 ou 20 balles de frais de rejet dès que le prélèvement est rejeté. Il n'y a pas que les jeunes clientèles, j'ai des clients experts comptables qui régulièrement n'ont plus le cash suffisant pour 200 euros. Voilà, sache que c'est pas ça mal. arrive aussi. D'accord, donc c'est bon à savoir. Après, on utilise pas mal la suite Office 365 pour partager les documents Excel, les tableaux de bord. Je fais aussi la saisie des temps dessus. Du coup, j'ai pas de logiciel de production en interne pour ça, enfin de gestion interne. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Voilà, donc j'ai à peu près. Voilà. Et du coup, dans ton analyse, parce que tu avais du coup déjà du Dext et du Ibiza et ça, voilà, on n'est pas là pour faire de la pub pour les partenaires, mais c'est important de savoir, voilà, il y a un réel pont qui existe entre les deux solutions, avec du coup en automatique l'écriture et la pièce jointe, ce qui n'est pas forcément vrai entre par exemple un Dext et un Agiris. Tout à fait. Alors, je ne connais pas ce sera entre les deux. Plus vrai avec un Amiconta et un Agiris ou un Agora. Alors qui s'appelle maintenant un Généo, ça a encore changé de nom, mais voilà, qui va faire du pont automatisé avec Agiris. Voilà. L'enjeu, c'est par rapport justement à votre écosystème, d'essayer d'aller chercher ce qui va vous donner l'expérience optimale en production. Et s'il y a de l'interface avec votre client, ne jamais perdre de vue le fait qu'il faut que le premier sujet, c'est que votre client doit être à l'aise.
S'il n'est pas à l'aise, si c'est pas facile pour lui, et vous pouvez avoir la plus belle des solutions derrière, en fait, c'est juste pas alimenté. En tout cas, vous perdez beaucoup de temps là. Bah après, surtout qu'avec l'automatisation, typiquement, enfin, on a parlé du transfert automatique de pièces, mais par exemple avec Dext, je ne suis pas là pour faire de la pub pour Dext, mais il y a ce qu'on appelle l'autopublication, c'est-à-dire que la facture est reçue sur Dext, le compte comptable, vous avez créé la règle, il va imputer automatiquement le compte comptable et transférer l'écriture et la pièce jointe directement dans Ibiza. Et vous pouvez monitorer le taux d'automatisation. Enfin, moi, j'ai 50% de factures que je vois même plus au cabinet. Du coup, c'est automatiquement transféré à Dext, codifié automatiquement, envoyé dans Ibiza. Après, on n'a plus qu'à faire le lettrage. Puis avec le lettrage automatique, on gagne encore un peu plus de temps. Voilà, donc et on le voit, ça libère. Je veux dire, dès qu'on a, en tant qu'entrepreneur, il y a des actions où finalement, si je suis à un moment donné, j'ai une étape obligée avec une validation de ma part, c'est le jour où je ne peux pas la faire, où je la remets au lendemain ou au surlendemain, en fait, c'est tout qui bloque. Voilà, donc ne pas avoir d'étape où je fais un import-export et ce genre de choses, le gain est, je pense, vraiment important. Emmanuel, en termes de valeur ajoutée pour ton cabinet et puis aussi pour tes clients, donc 2 points de vue, le fait de pouvoir avoir eu interfacé, qu'est-ce que ça apporte concrètement ? L'utilisation de la plateforme c'est en fait avec le client, je dis que c'est du gagnant-gagnant en fait, parce que gagnant pour le client parce qu'il a accès grâce à ma compagnie Fax à ses factures, il a accès également à ses documents fiscaux, sociaux et juridiques et comptables. Et donc il peut les consulter à tout moment sur son smartphone, sa tablette ou son ordinateur. Par exemple, il va à la banque. Il n'a pas sa liasse fiscale avec lui puisque tout est dématérialisé. Et il va sur son application du cabinet. Et il cherche la liasse fiscale et puis il peut l'envoyer directement au banquier. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose et ça nous fait gagner du temps parce que d'habitude il appelait, il nous appelait, il nous disait est-ce que vous pouvez nous envoyer rapidement, voire tout de suite par mail la liasse fiscale. Donc c'est un gain de temps aussi. Gagnant le cabinet, parce que le cabinet il reçoit tous les documents comptables sur la plateforme, et cela nous fait gagner bien sûr du temps au niveau du traitement. Et ça nous permet aussi d'être en conformité avec les normes RGPD, en particulier pour les bulletins de paye. Et ça nous... Je pense que par rapport à nos clients, ça nous permet de nous démarquer par rapport à nos confrères. Voilà. C'est déjà pas mal. Fabrice, j'avais une idée, mais je sais. Est-ce que si ça te revient, Manuel, tu interviens. Fabrice, qu'est-ce que tu mettrais en valeur ajoutée vu du client et vu du collab ? L'expérience utilisateur, vous centralisez l'information au même endroit. Donc l'avantage, c'est que le client, vous avez les relevés de banque, les factures de vente, les achats. Lui, il retrouve ses bulletins de paye, vous lui mettez ses liasses fiscales. En fait, ce qui est bien qui est bizarre, c'est qu'il y a un bouton. Quand vous produisez la liasse fiscale, il vous génère un PDF. Vous avez en un clic, vous marquez publier et il l'envoie directement dans My Company Files, dans la bonne arborescence. Et l'avantage, c'est que l'arborescence, elle a été bien pensée de MCF, sans vouloir... Ils ont fait ça de manière en tant qu'entrepreneur. Parce que nous, on a notre vocabulaire qui parle dossier permanent, ça ne parle pas aux clients. Nous, alors que là, la manière dont ça a été classé, dont ça a été pensé, c'est plus logique pour le client de naviguer à l'intérieur. Donc ça permet en un clic de transférer l'alias fiscal plutôt que de l'envoyer par email. Et ce qui a été dit, c'est que 3 mois plus tard, il est devant le banquier, il faut lui renvoyer par email. Puis vous comme moi, on ne facture pas cet email du coup d'envoi de l'alias fiscal. Donc là au moins, ça permet de centraliser l'information. Donc moi, c'est plutôt de l'expérience utilisateur que je vois, de centraliser l'information et surtout d'éviter ce qu'on appelle la boîte à chaussures électronique, qui s'appelle quoi ? Une boîte aux lettres électronique. C'est-à-dire que le client envoie tout par email. Du coup, votre collaborateur, c'est pas sur le réseau, il suffit que le collaborateur soit malade et du coup, on n'a plus accès aux pièces. Et vous appelez le client, il va vous dire j'ai déjà envoyé au collaborateur, je vous paye pas, moi vous me payez pas pour que je vous envoie 2 fois l'information. Donc là, l'avantage, c'est que ça permet vraiment de centraliser au même endroit et c'est globalement ludique. Et généralement, on a peu de clients réfractaires à l'utilisation de MCF. Et alors du coup, ça revient finalement à réfléchir quand vous allez mettre en fait les solutions logicielles que vous choisissez dans les cases. En fait, quel est le métier principal de l'éditeur que je suis en train de regarder ?
Le métier principal alors on va changer un petit peu d'exemple, de use par exemple, c'est d'automatiser la saisie. Le métier principal de My Company Files, c'est d'optimiser la relation client entre le cabinet et ses clients. Ça veut dire que normalement, du coup, le parcours utilisateur, c'est notre boulot de faire en sorte qu'il soit le plus optimal possible. Je vais rajouter quelque chose. Alors là, c'est l'expert. Là, je parle d'expert comptable à expert comptable, d'un point de vue très intéressé. C'est que My Company Files, l'avantage, c'est que derrière lui, il se moque qu'on l'utilise dans un Ibiza. Enfin, il faut qu'il soit interconnecté, mais il a plusieurs logiciels comptables. C'est que demain, vous changez de logiciel de production comptable, c'est pas grave. C'est le client, ça change facialement, ça change rien. C'est que vous allez plugger, vous allez enlever votre logiciel de production A et vous allez plugger My Company Files au logiciel de comptabilité B. Il y aura forcément du paramétrage, mais d'un point de vue expérience utilisateur et au niveau des clients, bah, ça leur chamboule pas tout. On a fait effectivement le cas de plusieurs cabinets qui ont changé de solution d'OCR. Et qui nous ont dit, écoutez, alors ça c'est un des paramètres qui est assez simple à mettre en œuvre. En fait, c'était complètement transparent. J'ai fait ça en 1 heure de temps et tous mes clients étaient basculés sur l'autre solution. Et on commence à avoir des cabinets qui sont en mode hybride, du coup, qui se disent, tiens, j'ai une partie de ma clientèle qui est traitée sur cette solution-là, qui est un peu plus chère, mais vu le volume, etc., en fait, on a le retour finalement, le côté qualité-prix finalement, que productivité-prix. Et puis pour le reste, ça passe là, c'est moins cher. Voilà, donc on commence à voir ce type de fonctionnement aussi. Et juste pour ça, voilà, retenez, je pense, quel est le cœur de métier de l'éditeur que j'ai en face de moi, qui normalement, du coup, doit être meilleur sur ce sujet-là, parce que c'est son quotidien, c'est notre quotidien, effectivement, de se mettre à la place de l'entrepreneur, et dire qu'est-ce qui peut être un frein à l'acceptation. Et en fait, l'exemple que je donne beaucoup, c'est si je suis moi entrepreneur sur un quai de RER, je suis en train de venir aux universités d'été et que je vois dans mes mails, tous en train de vérifier soit nos mails, soit du LinkedIn, soit du Facebook, enfin voilà, c'est dans le RER. Je vois que j'ai une facture d'achat du site, de l'hébergement du site web machin. Si j'ai pas la possibilité de transférer par mail, mais pas dans la boîte mail du collaborateur, parce que là, c'est pas vertueux. Mais si je fais transférer dépôt à cabinet œuvraire et que ça arrive sur mon dossier, moi, je suis gagnant, le cabinet est gagnant. A contrario, si je dois faire un enregistré sous glissé déposé, je le ferai pas dans les horaires. Je vais, au bout de 2 jours, au bout d'une journée, rentrer au bureau. Et puis la pièce en question, c'est le 200e mail lu, du coup, parce qu'il a été lu quand j'étais dans les horaires. Et puis la pièce, vous la demanderez et elle sera dans les pièces manquantes à la fin du mois. Voilà, donc cet enjeu, c'est vraiment de dire le quotidien de l'entrepreneur, en tant que cabinet, je dois m'être absolument mis à la place de ce qu'ils vivent. Il a reçu une facture par mail, il faut qu'il puisse faire un transfert. Il a reçu une facture papier, il prend l'application smartphone du cabinet et c'est remonté au bon endroit. Voilà, tout en préservant l'avenir, en disant si je change demain de solution, je garde finalement mon parcours client. Voilà. Donc sur une histoire de, entre guillemets, spécialisation, quel est le métier de la personne que vous avez en face de vous, réellement? Et moi je vais rajouter un petit quelque chose. On s'est aperçu qu'aujourd'hui, moi j'ai pas mal de restaurants comme clients. C'est qu'auparavant, on avait le chiffre d'affaires, on avait les factures d'achat sans problème. Et aujourd'hui, ils utilisent des plateformes, Uber Eats par exemple, et il y en a d'autres que j'ai oublié. Et en fait, le souci, c'est que le restaurateur, il nous donne pas, il nous envoie pas les documents directement, et il nous donne les codes. Donc nous, on doit aller sur la plateforme Uber Eats pour aller chercher les documents pour enregistrer les écritures comptables. Et c'est pour ça que nous, on a fait une demande sur My Company Files, je crois que ça va se faire, pour qu'on aille directement aller chercher tous ces documents. Alors il y a Uber Eats, mais il y a aussi la plateforme du bâtiment, mais il y a aussi Amazon qui pose problème, parce qu'Amazon, souvent les clients, ils impriment pas ils commandent et puis ils négligent la facture, donc on n'a pas la facture. Donc c'est vrai qu'on essaye quand c'est des grosses sommes,
d'avoir la facture pour pouvoir l'enregistrer. Voilà, c'est vraiment, il y a une évolution dans la restauration et la pandémie, ça a joué puisqu'ils utilisent quasiment tous les plateformes, les restaurateurs, et ça a changé et ça a augmenté le temps de saisie ou de tenue comptable pour cette profession. Ouais, je voulais donner cet exemple parce que c'est quelque chose qu'on a vécu cette année et j'avais toujours une grille de prix pour les restaurants et puis là, je vois le temps des collaborateurs qui explose. Je me suis demandé pourquoi. Et bien, d'accord. Alors, c'est une bonne transition pour le slide suivant. Quel rôle vous pouvez jouer, vous, vis-à-vis en fait, de ces partenaires, prestataires, donc aider à bouger les lignes. Alors, je dis juste, effectivement, quand on a une fois une personne qui nous dit « je voudrais aller collecter spécifiquement Deliveroo et Uber Eats », alors dans la vraie vie de l'éditeur, ça passe par un Customer Success Manager qui va normalement, si le process est bon, faire remonter à un chef de produit qui reçoit en fait des feedbacks de 600 clients aujourd'hui, pour ce qui est notre cas. Vous imaginez, CJ de 3000 cabinets, etc., etc. Donc, un des enjeux, c'est de absolument dire ce dont vous avez besoin. Après, vous savez bien, ouais, pas de problème, on va vous le sortir, mais commencez par, vous avez un peu les promesses parfois de Gascon, mais c'est indispensable en fait que vos demandes remontent parce qu'elles viennent alimenter en fait et créer des signaux, signaux forts, signaux faibles, pour que nous on prenne en compte et qu'on fasse finalement le tri sur ce qui est vraiment important. Voilà, donc faire savoir, déjà, important. Quoi d'autre, Fabrice, par exemple Non, en fait, c'est les échanges. C'est que si on est plusieurs à faire remonter des volontés de se connecter à tel ou tel facturier pour pouvoir les récupérer, eux, Finding Files, si on est 25 à se poser la question, ils ont tout intérêt. C'est qu'en plus, il y a surtout tous les experts comptables qui n'ont pas forcément osé le dire. Juste sur la facture, ça me fait penser sur Uber Eats, juste que vous soyez conscient, moi je vois quand même le niveau de compétence des entrepreneurs est en train de dramatiquement baisser. Et le fait de se connecter à leur place, d'aller récupérer, ils ne voient pas la masse de travail que c'est. Là, j'ai eu un client, du coup, j'avais été récupéré pour lui à chaque fois. Il est parti du cabinet. Il fait « Envoyez-moi les factures ». Je fais « Non. » Je dis « Moi, vous ne m'avez pas payé pour ça. » Je dis « C'était à vous de conserver les originaux. C'est pas à moi. » Je dis « La facture électronique, vous avez le site, vous y allez. » Enfin oui, vous vous rendez compte, il faut que je clique 50 fois. Je dis « Puis moi ?» Du coup, qu'est-ce que vous croyez que c'était ? Je dis, c'est exactement la même chose. Je dis, je vous ai eu de la chance que je m'en suis aperçu trop tard et que je ne voulais pas facturer. Donc, il faut après ces temps, quand ils explosent, il faut les analyser, bien entendu, et puis lancer une action correctrice. C'était la demande à l'éditeur. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de se connecter en API ou via du scrapping, d'aller récupérer les factures pour qu'on les intègre et après, nous, on les envoie à l'ECR. Donc, le but d'échanger et puis le maximum de remonter les informations auprès de l'éditeur. Et quelque chose qu'on n'a pas dit hier, mais qu'on dit régulièrement, avant de vous engager avec un nouvel éditeur, demandez-lui de s'engager avant d'avoir signé. Ils peuvent rajouter des engagements contractuels de oui, on aura cette interconnexion de telle façon disponible pour telle date. Voilà. Donc c'est une fois qu'on est embarqué, qu'on a signé, c'est toujours moyen de faire pression progressivement. Plus encore une fois ça appuie, plus ça a de chances de se faire. On le voit, on l'a vu avec tout le monde. On a en 2015, on a vraiment commencé à avoir une visibilité au niveau de My Company Files. Et en fait, c'est des gens comme Jean Saffort, qui est du coup que vous connaissez certainement, qui est le vice-président de l'ordre en charge du numérique, qui a appuyé vis-à-vis d'un éditeur. C'est ensuite un cabinet de 200 collaborateurs avec qui on a commencé à travailler, qui a fait plier deux autres éditeurs dans des domaines différents. Et en fait, quelque part, il y a une vraie notion de rapport de force. Donc, si vous n'êtes pas 200 ou 300 ou 400, le rapport la capacité d'impact est un peu moindre. Maintenant, vous avez des voix. Il y a des gens qui parlent haut et fort, qui tweetent, par exemple. Mais cela dit, ça a un vrai impact. Un tweet rageur sur de Fabrice, par exemple. Généralement, moi, je fais un tweet, on m'appelle. C'est la dernière arme que j'utilise. En principe, j'utilise tous les moyens légaux, normaux, classiques. Après, quand je vois que ça commence à être dans le mur ou qu'on se moque, là, je commence. Et après, on est une petite communauté, mais sur Twitter, ça va très très vite. Et un éditeur, ça fait très mal. Du coup, entre nous, on n'est pas nombreux sur les réseaux, que ce soit LinkedIn ou Twitter.
Ça se voit tout de suite et ça a un impact colossal. Et l'avantage, c'est que même moi, si j'ai pas 200, voilà, j'ai pas 200 collaborateurs, j'en ai que deux, l'avantage, c'est que même à mon petit niveau, ça permet de faire remonter les informations, de leur dire, là, il faudrait développer ça, ça, ça. Alors après, ils ont des impératifs, hein, ils n'ont pas non plus un budget extensible, ils n'ont pas 50 000 développeurs. Hein. Donc il faut prioriser, mais il faut prioriser en fonction de nos besoins, nous. Oui. Je voulais rajouter quelque chose aussi, c'est que moi, la méthode que j'ai prise au sein du cabinet, c'est que j'ai nommé un référent pour chaque logiciel, en fait. Donc, j'ai un collaborateur référent My Company Files. J'ai un collaborateur référent RCA. Et donc, c'est lui qui s'intéresse à tout. Je lui ai demandé d'écouter les webinaires, d'être en relation avec My Company Files, pour My Company Files. Et je pense que c'est important que ça soit... Et la deuxième chose, quand j'ai voulu développer My Company Files, c'est-à-dire au tout début, j'ai pris un stagiaire d'école de commerce en 2e année, et en 3 mois, il m'a développé, il a appelé les clients, il a envoyé les mots de passe, et j'ai boosté de 20% à 70%. Ouais, vas-y. Je suis totalement d'accord, c'est juste qu'il faut... en fait, les collaborateurs, ou si vous êtes collaborateur, avant, on saisissait de la donnée. Demain, on va faire de l'intégration de données. Ça ne demande pas les mêmes profils, ça ne demande pas les mêmes compétences. Demain, un collaborateur gérait à l'heure actuelle peut-être 30, 40 dossiers. Demain, il devra en gérer 80. Pourquoi ? Parce que si vous saisissez plus les payes, vous saisissez plus les banques, vous saisissez plus les achats, vous saisissez plus les ventes, il reste le lettrage automatique. Et encore, on peut se permettre sur certains dossiers de pas forcément, on peut lancer du lettrage automatique chaîné. Donc voilà, il reste à peu près après quelques petites factures qui manquent. Vous avez la facture électronique qui va arriver demain, donc la fameuse facture SFR de 25 €, on court tous après. Là, en fait, My Company Files, vraisemblablement, va se connecter à la plateforme de récupération automatique de tous les facturiers français. Et du coup, 90% des factures, il va vous rester quoi ? Les tickets de caisse ? Bon, c'est pas la majorité en principe des factures qu'on voit, sauf pour éventuellement les petits consultants. Donc on va avoir donc en fait la plateforme va devenir indispensable. Et il faut quand même faut la mettre en place assez rapidement parce que l'obligation de facture électronique c'est 2023 jusqu'à 2025. On est des Français, donc ça prendra un peu plus de temps, mais ça va arriver globalement assez vite. Donc il faut commencer à préparer psychologiquement les clients à utiliser ces plateformes. Et après, tous les clients qui sont réfractaires ou les anciens, malheureusement, il faut faire avec. S'ils ne veulent pas scanner, il faut quand même, on ne va pas les virer, hein. Il faut les conserver. Mais il faut assez rapidement mettre dans le moule. Pour ça que ça a été la bonne stratégie d'embaucher quelqu'un, du coup, pour pouvoir adopter l'utilisation de My Company Files. Parce qu'il faut bien vous dire que ce n'est pas le client qui, nativement, si vous ne le poussez pas et que vous ne le motivez pas à utiliser l'application, il ne va pas le faire. Et ce qui est intéressant dans ce qu'a fait Emmanuel, en fait, on a eu 2 déploiements très différents. Fabrice qui a fait, qui a paramétré, etc., puis après qui a transmis, voilà, en un mois. Et Emmanuel qui a commencé, qui a un peu laissé filer le sujet et qui derrière a dit j'ai la stratégie, je sais où je veux aller, j'ai pas le temps de suivre, donc je prends mission ponctuelle, un stagiaire, j'ai trouvé ça très intelligent en fait, un stagiaire école de commerce, pas nécessairement DEC ou autre, et derrière et c'est vrai qu'il y a une phase notamment en fait d'appeler les clients qui n'ont pas activé leur compte, si vous voulez que ça marche réellement. C'est pas compliqué, hein, c'est ce que vous avez reçu le mail. Non, regardez dans vos spams. Oui, je l'ai. Cliquez dessus. Attendez, vous bougez pas, je vous appuie sur le bouton pour que vous en receviez un autre lien. C'est bon, vous avez bien vu, vous avez vu comment on dépose, c'est bon. Voilà. Donc ça va très très vite. Et puis on allait chez eux, et puis on faisait les premières factures, on lui montrait comment faire. Ils n'ont pas le temps, les collaborateurs, puisqu'ils ont toujours leur TVA, le travail de collaborateur. Juste sur la TVA, il faut être un peu lucide, on en parle depuis des années. Là, avec la facture électronique, il faut vous dire que demain, si votre déclaration d'impôt sur le revenu est pré-remplie avec le PASS, alors qu'on avait tous dit que le PASS, ça ne marchait pas, là, avec la facture électronique, il faut vous dire demain, il y aura une déclaration de TVA qui sera pré-remplie. Hein. Donc, le mythe de la TVA, dire le collaborateur qui n'a jamais le temps que la TVA, il faut leur dire, ça dans 5 ans, il y aura je pense pour les TVA sur les débits, honnêtement, où il y aura la caisse électronique, c'est-à-dire que la caisse tous les soirs enverra aux administrations fiscales, il n'y aura plus de problématique de TVA. Ce qui fait penser, c'est que là, nos clients sont globalement captifs parce qu'il y a la TVA. Demain, si on n'a plus de la TVA, il faudra vendre d'autres missions complémentaires. Je ne veux pas faire part, je ne veux pas faire jouer les Cassandres, mais moi, je le vois arriver quand même beaucoup plus rapidement que ce qu'on anticipait.
Non, non, ça se travaille effectivement du coup, avoir une vraie capacité à pousser des missions, etc. C'est important. Quand on arrive à la fin du créneau horaire, on termine avec ce slide, indice de rationalisation digitale. Ce qui manque bien souvent au cabinet, c'est un outil de mesure pour dire en fait j'en suis où. Est-ce que j'ai bien bossé concrètement? Si je vous pose la question et je vous dis est-ce que vous avez bien bossé sur la collecte, alors certains vont me dire pas du tout, d'autres plutôt pas mal, d'autres je suis très bon. Dans la vraie vie, sur quel élément objectif est-ce que vous vous basez? Le principe de l'indice de rationalisation digitale qu'on a créé avec l'équipe, c'est de poser des critères objectifs. Dire est-ce que vous avez moins de 10% de vos clients qui vous amènent des documents papier? C'est 0 ou 1. Est-ce que vous avez moins de 10% de vos clients qui vous envoient des documents par mail? 0 ou 1. Donc, et ça permet. Alors, idem, variable de paye, hein, c'est pas, parce qu'on parle beaucoup de factures d'achat, et ça permet de dire ok, au niveau de la collecte, je suis développé comme ça. Au niveau de la restitution, alors en fait, bien souvent, on voit des cabinets qui ont, quand ils ont commencé avec nous, ils ont progressé très fort dans un domaine. Collecte, traitement. Ça, c'est souvent si, parce que là, on est sur les ponts vers les OCR. Quand il y a un OCR en place, ça va très vite. Et régulièrement, on voit que le cabinet a oublié la restitution. Et comme je disais tout à l'heure, les bulletins de salaire continuent de circuler par mail. Encore une fois, problématique RGPD à ce moment-là. Ou alors des cabinets qui ont dit moi j'ai bossé sur la restitution puis j'ai oublié le reste. Et du coup les gains réels d'avoir un portail client et une optimisation de la relation client, elle n'est pas complètement là. Donc l'objectif c'est de dire si finalement je veux pouvoir suivre mon projet de façon rationnelle et objective, en fait on met en place cet indice de rationalisation digitale qui permet de dire, voilà, aujourd'hui j'en suis là, demain, du coup, je vais focaliser pour améliorer cette capacité à faire et petit à petit, en fait, d'aller de façon itérative vers quelque chose qui soit réellement satisfaisant et pas juste de dire, j'ai mis un portail en place et je suis super content parce que j'ai 50% de mes clients qui l'utilisent. Donc là, on va plus loin dans la démarche et finalement, pour avoir une bonne note sur cet IRD, on revient avec ce chaînage des différentes solutions. Tu veux dire quelque chose? Tu m'autorises une phrase? Juste, avec la facture électronique, juste, si en fait vous ne mettez pas une stratégie en place, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des clients, ça va être contre-productif. Hein. C'est que vous allez avoir des clients qui vont recevoir des factures électroniques, ils vont vous l'imprimer, la mettre dans un classeur, vous allez avoir un collaborateur qui va réceptionner le classeur et rescanner la pièce comptable. Donc ça paraît ubuesque, mais j'en suis convaincu que dans les cabinets. Pourquoi? Parce que le collaborateur n'a pas compris qu'il y avait une facture électronique. Donc en fait, il faut anticiper ces changements-là et prévenir et surtout informer les collaborateurs. Je clôt la parenthèse. Merci Fabrice. Et en plus, il fera des agrafes. Oui, en plus, il y a des agrafes. On revient à la bonne vieille question de l'agrafe. Voilà. Alors, n'hésitez pas, si vous avez quelques questions, si vous avez encore un petit peu de temps, n'hésitez pas à venir sur le stand de My Company Files pour qu'on calcule votre indice de rationalisation digitale ou pour prendre rendez-vous. Pour qu'on le calcule, c'est gratuit. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de travailler avec My Company Files pour pouvoir faire cet exercice. Voilà, donc vous êtes les bienvenus. Ça permet de commencer à formaliser, à objectiviser la démarche. Voilà. Est-ce que peut-être il y a des questions dans la salle? Oui, vous avez un micro juste à côté de vous, si jamais vous voulez vous en emparer. Merci. La problématique que vous posez est une problématique très intéressante, mais la difficulté se trouve dans la volonté de la démocratisation de l'information au niveau de chaque éditeur. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de API et autres, mais si chaque éditeur n'ouvre pas son API, comment est-ce qu'on peut créer une interopérabilité entre les différents systèmes et un partage d'informations? C'est ça la difficulté en fait. Sinon, après, intégrer des informations, je pense qu'avec le format FEC, ça permet de pouvoir intégrer l'information facilement, mais c'est vrai que c'est encore manuel. Mais la plus grosse difficulté pour nous aujourd'hui, c'est les différents éditeurs sont concurrents les uns des autres. S'il n'y a pas, comme dans le cas d'Ibiza et My Company File ou Dex, c'est un partenariat qu'ils ont signé.
ce qui fait qu'on peut interconnecter les autres. Mais nous, en tant qu'experts comptables, qu'est-ce qu'on fait pour créer cette démocratisation de la disponibilité de l'information via les API? Alors, ça a quand même énormément évolué. Alors, deux choses, hein, comme je disais tout à l'heure, nous, une partie de notre métier, et on n'est pas les seuls à réfléchir comme ça, hein, c'est dire, en fait, les solutions qui ne sont pas nativement communicantes, on va dire, on va aller installer un exécutable, une application, un logiciel, qui va aller regarder ce qui se passe dans le logiciel, qui va le rendre communicant. Donc vous avez des gens, il y a par exemple une start-up là, sur le stand Inest qui s'appelle Secha, qui est branchée pour aller chercher les écritures comptables. Donc ils ont fait cet exercice, eux, de se brancher pour obtenir les écritures comptables pour faire du tableau de bord. Nous, on a fait cet exercice de se brancher sur l'ensemble des solutions de la profession pour aller chercher du document, du PDF. Aujourd'hui, le seul avec lequel on a encore de la difficulté, c'est Cegid On Demand. Surprise. Hein. Voilà. Donc après, il y a des moyens de contournement, etc., en l'occurrence sur cet éditeur. Mais voilà, c'est la difficulté que vous pouvez rencontrer. C'est à la rigueur, si vous avez un acteur, et c'est là souvent que le bas blesse. Nous, ça fait 10 ans qu'on travaille ce marché, on a essuyé les plâtres dans tous les sens. Si vous avez un nouvel acteur qui voudrait arriver en proposant un portail, et voilà, en fait là, il va passer des années pour interconnecter des solutions, parce qu'effectivement, ça ne veut pas s'interconnecter nativement et que ça demande beaucoup de travail. Voilà. Après, justement, faire pression sur ces éditeurs, c'est important, faire savoir que vous avez besoin, et tout ce qui est aussi éditeur nouveau, normalement, dans la stratégie, c'est des gens qui arrivent avec des API. Donc si vous allez voir un peu les nouveaux acteurs, Libéo, Regat, etc., de facto, vous avez une capacité à interfacer en API. Voilà. Donc après, les historiques, c'est un peu plus compliqué. Ça vient petit à petit. C'est important de demander, hein, si vous avez demain Cegid qui vous dit, par exemple, si vous êtes sur Cegid, pas de problème, on a des API. Là, c'est la question. Après, vos API permettent de faire quoi ? Prendre des écritures comptables, ça en général c'est la première chose que ça permet de faire. Est-ce que je peux interroger Cegid pour récupérer NIAS ? Aujourd'hui ça ne marche pas. Voilà. Donc c'est important de leur dire, de leur poser la question quand ils arrivent, qu'ils disent on est interfacé concrètement sur quel domaine. Voilà. Enfin, de toute façon c'est la loi du marché. Hein. Enfin, honnêtement si l'outil n'est pas interconnectable, personne ne va le prendre. Donc au final, ils vont mourir. Donc il n'y a aucune start-up à l'heure actuelle qui a intérêt à ne pas se connecter avec les autres petits copains de l'écosystème. Et ce qu'on constate, alors on a beaucoup travaillé, je pense qu'on était un peu un des pionniers sur le sujet, et ça je pense que les gens l'ont compris maintenant, c'est qu'on va tous collectivement beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, beaucoup plus large en étant interconnectés. Donc ça, culturellement, ça commence à venir parce que les cabinets vont plus vite, plus fort. Voilà, vous avez autre chose à faire que de faire des imports-exports, etc. Donc vous portez mieux. Et nous, collectivement, en fait, en tant qu'éditeur, quand on arrive et qu'on parle collectivement avec les prestataires avec qui on est interfacé, en fait, en gros, en général, vous nous prenez, même si on arrive et qu'on dit on est 3, on propose chacun ça. Vous comprenez le rationnel, vous comprenez qu'on est d'accord, qu'on est aligné, qu'on a la même vision, et en général, ça va tout seul. Et du coup, c'est beaucoup plus fluide pour tout le monde. J'ai donné l'exemple de Payfit. Moi, je leur ai dit 10 fois, je leur dis, est-ce qu'ils veulent pénétrer le marché des experts comptables, hein. Je leur ai dit, moi, je dirais publiquement en conférence, devant tous mes confrères, que vous n'êtes pas capable de nous sortir un fichier des écritures de paye au format FEC. Je dis, c'est là-bas, c'est pas très compliqué. Je dis, vous donnez des écritures des comptes comptables, c'est dans votre format, je sais pas qui est le débile qui vous a donné ce format-là, faut parler poliment. Je dis, vous faites un format FEC, c'est juste retravailler les colonnes, et vous êtes interopérable avec tous les logiciels du marché. Voilà. Je dis, tant que vous ferez pas ça, n'attendez pas de moi que je dise du bien de vous en conférence. C'est fait. Voilà. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. N'hésitez pas, vous avez Alexandre et Vincent qui sont au fond de la salle et puis venir nous voir sur le stand, échanger bien sûr avec Fabrice et Emmanuel. Un grand merci Fabrice et Emmanuel pour votre dispo. Je vous souhaite une excellente soirée et à très vite au Congrès de l'Ordre, aux différents endroits où on peut se retrouver en vrai, dans la vraie vie. Merci à vous en tout cas.